Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de notre dispositif spécial Coupe du Monde. Le dérèglement climatique nous frappe de plein fouet puisqu'on est passé il y a quelques instants de 40 degrés à une énorme averse. Voilà, regardez-le, Voilà. Comment justifier d'avoir exactement. un t-shirt tout pourri. Un t-shirt tout trempé, je me suis pris la belle drachée. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes puisque Gianni Infantino, à l'espace de moins de 10 jours à cette Coupe du Monde, a déjà parcouru l'équivalent de la moitié du globe en avion. Ah, c'est une bonne stat ça. Une bonne stat qui vient d'être publiée par le nombre de Parisien, miles qui vient de qu'il doit passer. avoir ce petit Ah matin. bah je pense qu'il a une carte, je sais même pas quelle compagnie. Qatar Platinum. Airways du coup. Oui bah c'est sûr, de toute façon il la payait pas déjà de Non, base, c'est vrai. donc, Bon, ça va tonton? Ouais, très bien, très content d'être là comme d'habitude. Eh ben ça Continue m'étonne cette pas petite puisqu'on a un chronique. beau programme aujourd'hui avec vraiment des bêtes de match. En fait je me demande si c'est pas peut-être la plus belle journée de ce début de Coupe du Monde. Bon, on a plutôt une Coupe du Monde assez chouette quand même depuis C'est le vrai, début. c'est vrai. J'ai vu qu'on était en tout cas le jour où on enregistre, donc on est ce jeudi. Ouais. Donc Ce qui va pas vous parler du tout. mais- l'avant-veille de ces matchs-là. Voilà. J'ai vu que c'était la Coupe du Monde la plus prolifique en but. Ah, déjà ? Ouais, à 3,1 buts de moyenne par match. J'en mets. Ce qui est le meilleur total, la meilleure moyenne qui existe en tout cas. Donc, les 4 matchs du jour. Pays-Bas-Suède pour commencer à 19h. On aura un Allemagne-Côte d'Ivoire très intéressant sans Eli Wahi qui a été bloqué à la frontière canadienne. Ça, c'est à 22h. On aura un Équateur-Curaçao à 2h du matin. Et, Qui va nous intéresser particulièrement tout à aujourd'hui. fait, tout à fait. Et un Tunisie-Japon Ouais. qui sera pour le coup à 6h du matin, mais qui reste quand même une très belle affiche avec Ah la bah, Tunisie qui doit rebondir s'ils y arrivent parce qu'on Je sait serai à Tunis, on sera réveillé Ah, soit trop par bien. des cris, soit par des larmes. Quoi. C'est vrai, Ça va être trop bien, trop un peu bien. l'idée. Ou Et je pas pense couché, plutôt des réveillé mais larmes, pas couché. ouais, peut-être. voilà. Voilà. J'embrasse mon cousin qui pleure déjà. Ok, très bien. Ouais, c'est dur là. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Alex, aujourd'hui, si tu voulais nous parler donc, comme tu l'as teasé il y a quelques instants, du Équateur-Curaçao. Ouais, Troisième match de cette journée. tout à fait. Et sous quel prisme? Alors, l'idée, c'est que on a beaucoup entendu parler à une époque d'une région de l'Équateur comme d'une région un peu mythique, un peu bénie des dieux, de laquelle seraient sortis 7 internationaux qui, c'est vrai, étaient dans la sélection à une époque. Et en gros, c'est d'expliquer comment un petit terrain de 25 000 habitants a pu engendrer la naissance, enfin la venue au football de 7 internationaux, quoi. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, donc ce petit village s'appelle El Juncal ou Juncal, je ne sais pas trop comment on dit. Allez, je vais disons pas Juncal m'hasarder. si t'es plus à l'aise avec ça. Voilà, ce sera plus simple. Il est posé dans les Andes nord de l'Équateur, donc comme d'habitude, on vous met une petite map joliment Contextualisée. faite, et vous allez comprendre tout de suite. Ce petit bled, la presse locale l'appelle le plus grand vivier de footballeurs de la nation. C'est vous dire comme il porte bien son nom. C'est seulement 2000 habitants avec cette spécificité d'avoir vu plusieurs internationaux sortir de là. Du coup, avant de rentrer dans le détail de pourquoi cette ville est vraiment performante, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement géographique dans la continuité de ce que tu me disais? Ouais, parce que l'Équateur, c'est pas non plus le pays le plus connu d'Amérique du Sud. Il porte bien son nom puisqu'il est vraiment sur l'Équateur, ça paraît assez logique. On est sur un pays qui est situé entre la Colombie et le Pérou, vous le voyez sur la carte, et qui a une spécificité géographique de ouf. Parce que vous voyez, c'est à l'Équateur. le mec en boucle. Voilà, fin de la chronique. C'était l'Équateur. Non, vous le voyez sur la carte, c'est qu'à gauche, on va avoir la côte tropicale, donc avec des plages, elle porte son nom. Au milieu, vous avez vraiment les Andes équatoriennes, donc la montagne avec des sommets volcaniques. Et à droite, la forêt amazonienne. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment un pays qui est divisé en 3 parties et on le voit très bien. Val n'a pas la carte sous les yeux. Non, Donc, je je te prends lui sur fais un parole. petit dessin. La plage à gauche, la montagne au milieu et la forêt à droite. Et c'est très flagrant. On dirait une et très partie de présent. Catan pour l'instant, mais je sais pas si t'as déjà joué au Catan. Non. Ok, dommage. Bon, Voilà, vas-y, fin de enchaîne. l'anecdote. La capitale, c'est Quito, qui est, vous le voyez, un peu au centre nord du pays, dans la montagne, à 2800 mètres d'altitude. Il y a 18 millions d'habitants au total en Équateur, une grande majorité de métis. Métis, ça veut dire c'est un mélange de colons espagnols et de populations indigènes locales. Et il y a donc l'autre partie qui est composée d'Afro-Équatoriens qui vont nous intéresser tout au long de ces chroniques parce que l'histoire va tourner autour de ça et de la sélection et qui représentent eux que 7% de la population équatorienne. Ok, tu as parlé de Quito, justement, la sélection jouait régulièrement à Quito. C'était souvent un problème pour les équipes parce que c'était souvent en altitude, justement, tu disais 2800 mètres d'altitude. Carrément, ouais. Les joueurs avaient du mal à s'adapter. Oui, ils étaient obligés de prendre du Viagra notamment pour s'adapter et jouer en hauteur parce que ça favorisait la circulation du sang et ça permettait de mieux respirer.
Très bien. C'est ce que disent les manuels. Très bien. Et du coup, la sélection dans tout ça? Ouais, bah, la sélection, alors, elle a une histoire plutôt récente, on en entend beaucoup parler maintenant. Elle accroche sa première Coupe du Monde en 2002, son point culminant c'est 2006 avec un huitième de finale, aussi en Coupe du Monde, et elle s'est quand même installée dans le paysage footballistique, hein, on en parle assez souvent. Il y a une seule absence en 2010, sinon elle est de toutes les campagnes depuis 2002, et les visages connus maintenant, vous les connaissez tous, hein, mais on rappelle Ener Valencia, Caicedo, exactement, Pacho, évidemment. Qui sont souvent des afro-descendants. Donc, c'est vraiment ce qui va nous tenir toute la chronique. Et quand on remonte le fil, en fait, de ces différents joueurs, ou du moins de l'histoire de la sélection, on tombe toujours sur cette vallée de la Chota, et plus précisément de petits villages qui composent cette vallée dont sont issus certains de ces joueurs. Ok, bah vas-y, faisons ce petit zoom justement sur la vallée del Chota, parlons-en un petit peu plus en détail. Ouais, alors c'est une vallée qui est chaude et sèche, hein, on n'est pas du tout sur un climat agréable. Il y a environ 25 000 Afro-Américains, comme je vous le disais en introduction, pardon, qui y vivent, et c'est réparti en quelques petites Donc c'est que des Afro-Américains? Ouais, majoritairement, répartis en petites communautés, dont le village de El Juncal de 2000 habitants, dont je vous parlais en intro, et qui va vraiment centrer toute notre attention, parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment de la Coupe du Monde 2002, sur les 23 sélectionnés, il y a 7 joueurs qui viennent de ce petit village. Ah ouais, ok. Ça, du coup, comment ça s'explique? Bah, déjà, pour réaliser, c'est un truc de fou. Enfin, 7 joueurs, en gros, vous imaginez 2000 personnes, 7 qui deviennent footballeurs professionnels, ça n'existe pas. Les stats, je crois, pour être pro, on rentre dans des 99... je t'avais donné la stat, je ouais, crois. c'est vrai, ouais. En Angleterre, il y a 1,5 million de licenciés, il n'y en a que 180 qui jouent un jour en première ligue. Donc, c'est ouf. donc Enfin, le ratio, je ne vais pas te faire le dire, calcul maintenant, mais... C'est incroyable. Alors, on va d'abord écarter des pistes, et au lieu d'expliquer directement pourquoi c'est arrivé, on va écarter des raisons qui ont été évoquées et qui sont fausses. La première raison, déjà, c'est la pauvreté. Et alors, c'est vrai, c'est une vallée qui est très très pauvre, vraiment. Mais la pauvreté, elle n'est pas que là-bas. Enfin, elle est aussi en France, elle est dans plein de régions. Oui, puis l'argument de dire ils sont pauvres donc ils sont footballeurs, ça marche pas très bien. Ouais, et puis Enfin, c'est un peu raccourci. tout ne va être que raccourci, hein. Et puis en fait, ce qui a mené à 2002, ça prend naissance dans les années 70-80, et tu te doutes bien qu'on n'est pas sur des génies très déconstruits. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier argument qui est avancé, c'est la pauvreté, en disant ils sont dans la merde, donc ils veulent s'en sortir. En gros, ils ont la dalle, donc ils veulent tout casser et ils veulent sortir de là. C'est pas vrai, c'est une condition, hein, et c'est vrai que parfois la misère engendre des réussites extraordinaires, mais c'est pas du tout une réalité. Il suffit de regarder les statistiques pour s'appuyer là-dessus. Et la deuxième piste, qui est la pire et qui va nous tenir tout au long de cette chronique, c'est la biologie, et particulièrement le biotype ou biotypo, quand ils l'appellent en Équateur. Ce serait l'idée que les Équatoriens afro-descendants seraient faits pour le sport. Ça sent pas bon là. Ouais, ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout. Ça ressemble à l'eugénisme. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être ça, et on va expliquer un peu tout ça. Mais voilà, les deux raisons qui vont être évoquées et qu'on peut déjà exclure, mais qui vous allez le voir, vont construire tout le mythe de cette réussite équatorienne. C'est ces deux-là, la pauvreté, et on pourrait résumer à l'eugénisme. Ils appellent ça le biotypo, et c'est un courant qui est encore un peu en vigueur là-bas. Non, la vraie raison qui crée cette anomalie, c'est un terme qu'on peut retrouver dans l'économie, dans la sociologie, c'est le terme de cluster. Ok. Qu'on a beaucoup utilisé du coup pendant le Covid aussi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a un lien? En fait, l'idée de cluster, c'est cette idée de... J'espère que tu vas pas broder juste pour essayer de trouver un lien. Non, mais l'idée de cluster, c'est l'idée au même endroit, beaucoup de monde. D'accord. Voilà. Je tiens une revue scientifique. Non. La rigueur scientifique de ce podcast. Même endroit, beaucoup de monde. Non, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette notion de cluster, elle a existé sous plusieurs aspects, dans plusieurs domaines, et pas qu'en Équateur. Donc en fait, on peut ouvrir déjà le champ de réflexion. Tu as des contre-exemples, c'est que... Ouais, c'est ça. Et prendre notamment la République dominicaine. Il y a une ville de la côte est qui s'appelle San Pedro de Macorís. Je ne chambrerai pas sur cet accent. Ouais, de toute façon, on a déjà fait assez. C'est vrai. Depuis ce dispositif, je ne chambrerai pas, d'accord. L'Ouzbékistan me manque. Ouais. C'est une ville de canne à sucre qui s'est développée à la fin du 19e siècle et qui a attiré beaucoup de main-d'œuvre afro-caribéenne. Ouais. Et en fait, ces migrants jouaient au cricket.
Et les patrons des plantations leur ont dit bah, le cricket ça nous fait chier, vous allez jouer au baseball. Donc ils se sont mis à jouer au baseball. Et là, miracle statistique, et c'est documenté, hein. Il y a un journaliste qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Marc Kurlansky, même les journalistes ne mettent pas avec leur nom de famille, qui raconte que près de 80 joueurs de cette seule petite ville ont atteint la Major League. Ce qui est énorme, tu vois. Enfin, on est sur un petit bled encore et ça n'a pas de sens en fait que ça arrive ici. Et à un moment, un joueur dominicain sur 6 dans la ligue venait de ce petit bled. Et c'est là qu'on a l'impression que l'histoire de la vallée d'El Chota. Je me demande si j'ai pas dit château depuis le début. Non, t'as dit Chota. J'ai dit Chota, ok. T'as été bon. Le petit stress. Ouais. Le petit stress. Je me suis mis un moyen même technique qui est pas terrible parce que je pensais à Diogo Jota. Ah ouais. LP, mais... Je t'avoue que quand t'as dit ça, j'ai eu peur que ce soit Pierre. Donc, Ah ouais. Ah, je pensais à Joris Chotard. Ah ouais. Non. Voilà, tu l'as maintenant, comme ça Ouais, tu sauras pour la merci. suite de ta chronique. Merci. Donc la vallée d'El Chotar, pas du tout. La vallée d'El Chota fait écho à cette histoire et une économie de plantation sucrière qui hérite de la colonie, une population afrodescendante, une pauvreté absolue et une hyper concentration de talent dans un seul sport. Et c'est pas et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà on voit là que c'est pas une coïncidence ethnique qui fait que c'est une structure. Le foyer de talent, partout dans le monde, il ne s'exprime pas par la matière première, il ne s'exprime pas par la génétique, mais par des boucles de rétroaction. Et c'est ça qu'on va expliquer pour déconstruire cette idée que, ah bah super, il y a des Afro-Caribéens qui jouent à ce sport, donc c'est les meilleurs. Alors, non. de la même manière, avant que tu rentres un petit peu plus peut-être dans le détail de ces boucles de rétroaction, je ne sais pas si le comparatif est bon, mais il y a aussi ce genre de cas peut aussi arriver en France, alors dans d'autres proportions, mais typiquement le fait qu'il y en ait quand même 3 joueurs qui soient très régulièrement appelés en équipe de France, qui soient tous originaires par exemple de la ville de Bondy, alors Ouais. Mbappé, Saliba, Kolo Muani, Ouais. qui sont pareils. Bah, tu vas voir, et garde cet exemple en tête, gardez-le en tête. Ah, parce pardon, que j'ai spoil, tu vois, non, j'allais pas en parler, enfin j'allais faire un petit parallèle avec ça, mais garde-le en tête. Et là en fait je vais vous expliquer ces boucles de rétroaction et vous allez voir, je vais vous citer 4 rouages en fait qui font naître un cluster. Et garde bien cette étape, ce que tu viens de dire en tête, parce que tu vas voir que ça va cocher quasi toutes les étapes. Et du coup, tu me parlais de ces boucles de rétroaction, de quoi on parle exactement? Ouais, alors boucle de rétroaction, c'est un peu pompeux. En vrai, mettons ça de côté. Ce qui est intéressant, c'est de parler de rouage et en gros de 4 moments clés qui vont définir le cluster. Okay. Le premier point qui est important, c'est évidemment qu'il faut un précurseur. Et c'est le patient zéro, quoi. Ouais, c'est ça, c'est celui qui lance l'histoire. Mais ce qui est intéressant dans cette vallée, c'est qu'elle a une histoire d'esclavage très dur. En gros, ces Afro-équatoriens, ils sont pris en Afrique au XVIIe siècle en pleine traite négrière. Ils sont amenés là pour travailler dans les cannes à sucre. Ils vivent dans la misère. En soi, ils sont dans un contexte qui fait que personne ne doit s'en sortir. Ils arrivent dans une vallée, je vous l'ai dit, sèche et aride, où c'est très dur, où il y a le paludisme qui décime la population avant qu'ils arrivent. Donc finalement, ils arrivent à s'en sortir, à avoir leur indépendance, mais ils grandissent dans une vie presque sans avenir, quoi. Et ils découvrent le monde et ils avancent dans le monde avec aucune certitude qu'ils vont réussir, quoi. Et du coup, normalement, il n'y a rien qui devait émerger de cette misère et c'est ça qui est intéressant. Ouais, il y en a toujours un qui arrive à s'extraire. Et pourtant, ouais, c'est ça, dans les années 80-90, donc bien des années après, il y a quelques garçons qui arrivent à percer. Il y a Delgado, il y a Ulises de la Cruz, il y a Edinson Mendes. Ils atteignent la sélection. Moi, je ne les connais pas, mais... Ouais, de la Cruz, je crois qu'il jouait en première ligue dans les années 2000. Okay. Un joueur, un des premiers en fait à avoir percé et à avoir joué en Europe, donc à avoir accédé à l'argent, aux privilèges et enfin à la réussite. Et c'est là où le foot, il cesse de rester un rêve abstrait pour tous les gens qui habitent cette région et ça devient concret, quoi, en se disant mais putain, c'est ouf, il y a quand même des mecs qui ont réussi à sortir de là et à exister. Et l'étincelle, elle est là. Mais en fait, ce qui est bizarre et ce qui rejoint l'idée de cluster, c'est qu'elle est seulement dans ce bled-là. Elle n'est pas dans les villages à côté, donc c'est là où tu vois, on peut pas dire c'est le physique, c'est inspirant de la ville, quoi. Et du coup, les gens veulent répéter un peu ce schéma-là. Ouais, ça 100%. Mais ce que je veux te dire, juste pour revenir à cette notion de cluster, c'est qu'elle se limite à ce bled-là, alors que ces Afro-équatoriens, ils sont répartis sur toute la vallée, donc il y a 25 000 personnes, et pourtant c'est dans ce village-là de 2000 personnes que se concentre la réussite. Ok.
Et est-ce que, du coup, il y a quelque chose aussi à voir avec la proximité? Ouais, bah, c'est ça qui est un peu contre-intuitif et très intéressant. C'est justement, c'est parce que c'est petit que c'est devenu un cluster. En gros, c'est l'idée que dans une métropole, mettons qu'on soit à Paris, bah, s'il y a un mec du 19e arrondissement qui réussit et que toi, tu habites dans le 15e, tu vas pas te dire Ouah, on peut réussir à Paris, tu vois. Tu vas te dire bah, super, il y a un mec du 19e qui a percé. Par contre, si tu es dans ton petit bled, dans un petit village de 2000 habitants, et que tu sais qu'à 3 maisons à côté de toi, il y a Pierre qui est devenu est, pro, en fait, quoi. qui est devenu pro, Ouais. bah, en fait, d'un coup, ça devient vachement concret. Et on sait comment c'est dans ces villages-là, tout le monde se connaît, la parole circule. Et au-delà de s'identifier et de se dire, moi aussi, je peux réussir, en fait, ça donne aussi un savoir-faire. Parce que quand tu vois quelqu'un réussir, bah, tu l'as vu de tes propres Ah oui. yeux. Tu l'as vu s'entraîner, tu l'as vu manger, tu l'as sais vu ce qu'il faut pour dormir. réussir, quoi. Exactement, tu as le chemin qui s'écrit devant toi. Et c'est vachement moins intimidant de se lancer dans cette vie-là en ayant vu quelqu'un le faire avant toi. D'un coup, ça devient, tu sais, c'est comme pour un job, quoi. Demain, tu vas travailler pour une nouvelle boîte, tu arrives dans la boîte, tu es un peu perdu, un peu intimidé. Tu fais une semaine, tu regardes les gens travailler autour de toi, tu te dis, quelle bande de feignasses. Après, la différence, c'est que le football, ça reste quand même un sport de très haut niveau, professionnel. Et donc, est-ce que ça laisse pas aussi miroiter un peu le rêve un peu inatteignable de dire Alors, c'est pas parce que le mec a été pro, le mec de ton village a été pro que toi tu peux devenir pro Ouais, forcément, ouais, quoi. complètement. Et ça, on va le redire plus tard, mais c'est un briseur de rêve absolu. Et là où on voit un mythe, là où on voit une intervention presque divine sur un village, bah en fait, statistiquement, on voit plus des vies brisées parce que plein de gamins qui ont choisi d'arrêter l'école pour se consacrer à fond au foot en se disant s'ils l'ont fait, on peut le Bah, faire. encore une fois, je fais un comparatif un peu pompeux, mais tous les gamins de banlieue qui s'identifient aux Carrément. rappeurs et aux footballeurs pour tenter de Carrément. s'émanciper et grimper l'échelle sociale, il y a quand même beaucoup de mecs Il y a qui beaucoup sont de d'échecs casse, ouais. Il y a derrière. beaucoup de casse. Et alors revenons à ta comparaison avec Bondy. Il y a un autre aspect qui va être très important pour continuer à faire fonctionner ce cluster, c'est le fait que les anciennes gloires reviennent investir dans le village. Et en fait, qu'elles développent sur place et qu'elles aident les gens à s'en sortir. Par exemple, faut savoir que il y a plusieurs joueurs qui sont revenus. Ils ont inauguré un terrain synthétique. Qui était un peu comme un monument, tu sais, où on pouvait aller jouer en voyant les anciennes gloires qui avaient réussi. Et puis c'est forcément une parole qui se transmet, c'est raconté par les parents en disant, bah tu vois, lui il s'en est sorti. Il y a aussi un championnat paroissial qui continue là-bas, mais qui encadre en gros la pratique du foot. Donc ça a l'air de C'est les rien, mais pour anciens un qui petit viennent bled comme ça. investir dans le. Ouais, c'est ça, qui viennent développer un peu sur place. Et notamment Ulysse de la Cruz qui lui est revenu et a développé pas mal. Et du coup, le résultat, c'est que ça développe l'infrastructure, les infrastructures sur place. Il y a en plus une fierté collective de se dire, bah, moi je viens de là comme lui et je vais réussir comme lui. Et il y a le récit local qui converge pour fabriquer une nouvelle génération. Ok. Du coup, on a dit le précurseur, Ouais. la proximité, Ouais. le fait que les anciens. L'auto-entretien. L'auto-entretien, ouais, c'est exactement. Et c'est quoi le quatrième rouage, du coup? Alors, bah, c'est là où on va partir dans les réflexions un peu plus sombres, mais qui est en fait. Parce que la théorie du cluster n'est pas très fiable. Si, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est obligé de rentrer dans cette histoire de biotypo parce que ça fait partie de cette croyance personnelle, presque le quatrième rouage, on pourrait dire la croyance. Mais je suis obligé de raconter ce qu'est le biotypo, donc le biotype, pour expliquer pourquoi on est arrivé à ce cluster aussi là-bas. Mais en gros, c'est l'argument qui a été donné pour dire, en gros, les Noirs sont faits pour faire du sport. En gros, c'est le premier raccourci raciste et qui n'est pas du tout propre à l'Équateur. Hein. Si on se rappelle de Jesse Owens au JO de 36 à Berlin, à l'époque, les nazis étaient persuadés par la race aryenne de dominer le monde entier dans le sport. Finalement, ils voient que Jesse Owens est meilleur qu'eux et les éclatent littéralement sur plusieurs courses. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont caricaturer ça et presque l'accuser de dopage génétique. En disant que c'était naturel qu'ils soient meilleurs que eux. Voilà, parce que donc en gros, le résumé, il naît à ce moment-là, enfin il n'est pas là, mais en tout cas, il est à son paroxysme à ce moment-là, en disant il est noir, donc il est plus fort que tout le monde. C'est en gros passer de la conviction qu'on va gagner à finalement on ne peut pas gagner, c'est impossible parce qu'il y a une forme de triche, quoi. Sache que les JO de 36, fun fact, c'était mon sujet de TPE en première. Ah ouais ? Voilà. Et alors, t'as une bonne note ? 18, je crois.
Ah, ouais, pas mal. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu moins de 15 au TPE? Bah, les mecs qui étaient avec moi, ils ont eu moins de 15. Oh, c'est C'est l'éloquence, dire à ça. quel point. C'est l'éloquence. Ça, c'est peut-être la base d'11e art, on sait Ouais, pas, c'est mon vrai. TPE de première. C'est vrai. Pardon, et du coup, il y a un homme qui va arriver dans cette vallée qui va un Ouais. petit peu tout changer. Il s'appelle Dusan Drašković. Drašković, ouais, merci. Il n'a pas regardé des Dušan. archives. Dušan Drašković. Dušan Drašković, ouais, merci. Bah, vas-y, continue à faire à ma place. Il n'a pas regardé les JO36 et il s'est dit waouh, j'en mets ça, on va faire exactement pareil en Équateur. C'est un peu plus subtil que ça, mais en tout cas, là-bas, il est considéré comme le bâtisseur du football moderne et les résultats des années 2000 de l'Équateur lui sont attribués. Enfin, c'est pas lui qui se les attribue, c'est les Équatoriens qui lui attribuent ça. Il arrive à la fin des années 80 et il met en place une méthode bien européenne, c'est le tout athlétique, donc avec de la rigueur, de la répétition des efforts, et ça marche parce que en fait, les premières bonnes perfs commencent à arriver pour la sélection équatorienne. En plus, je sais pas trop de quelle origine il est, mais je suppose que ça doit être un homme de l'ex-Yougoslavie Je sais pas du tout. Dusan Drašković, je pense Oui, que ça doit oui, être ça, je pense que ça doit aussi, être ouais. inspiré de... Oui, tu as raison, parce qu'il y a toute la culture du culturisme, notamment en URSS, qui était très poussée à ce moment-là. Ouais, Sauf que la différence, c'est qu'il va venir en plus avec un truc qui est assez moderne, qui est le scoutisme. Ouais, alors c'est rigolo parce que je pense qu'une des premières émissions qu'on a faites sur cette chaîne, c'était pour parler de l'Argentine et notamment de Bielsa et tu sais comment il avait quadrillé le pays et tout ça. Bah lui c'est un peu pareil, hein. Il prend sa bagnole, il va patrouiller, enfin circuler dans tout le pays. Patrouiller c'est pas trop le bon terme, pour chercher des jeunes prometteurs et des futurs footballeurs de haut niveau. Jusqu'ici tout va bien, hein. Tu me dis c'est une idée qui est cool. Sauf que lui il a une idée bien précise en tête, c'est que les meilleurs c'est forcément les Afro-Équatoriens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils courent plus vite, quoi. Et donc, il n'y en a pas des masses dans le pays, hein, on vous l'a dit, c'est seulement 7% de la population qui est composée d'Afro-Équatoriens. Donc, il décide d'aller les chercher exclusivement dans cette vallée. Et c'est là où on retrouve cette notion de cluster et de croyance, c'est que comme la majorité des Afro-Équatoriens sont arrivés là à cause de l'esclavage, vous vous rappelez au XVIIe siècle pour la culture de la canne à sucre, qui sont restés là et qui ont développé cette région, lui va se concentrer sur cette région. Et forcément, quand tu cherches quelque chose à un endroit précis pendant des semaines et des semaines, tu finis toujours par trouver. C'est un peu con parce que son principe de base part d'une idée qui est un cliché raciste, quoi. Ouais. Mais au final, il va quand même arriver assez fin. Ouais, il va arriver assez fin, mais sauf qu'il va participer à renforcer cette idée de mythe et de, en gros, est-ce qu'il y a une intervention divine? Bah oui, puisqu'il trouve tous ces joueurs ici. Et sauf que quand ça commence à marcher, il n'y a pas que lui qui s'y intéresse. Tu as différents scouts d'autres pays pour des clubs qui commencent à venir regarder. Et à force de regarder, ils sortent des joueurs, mais ils sortent pas que des bons joueurs, tu vois. Donc il y a un peu ce truc de... cette croyance qui s'est déjà propagée dans tout le village, où tout le monde se dit t'es né ici donc tu vas être pro, et cette croyance qui est reprise par les scouts qui se disent tu viens d'ici donc forcément tu vas réussir. Et alors, on en parlait tout à l'heure, mais cette connerie un peu raciste, elle a quand même un gros problème, c'est que... Elle est raciste. Déjà, mais c'est que surtout, à force de faire croire à tout le monde qu'on peut réussir, et c'est ce qu'on disait, il y a énormément de gamins qui sont laissés sur le carreau. Et là où on va le voir maintenant, ça va beaucoup mieux, tout est structuré et tout ça, mais en fait, là, c'est même pas tu vas te rattraper à l'école derrière. Non, c'est en fait, l'école elle est complètement mise de côté, et si à 14 ans, t'as pas été vu, observé et j'allais dire drafté, mais en gros sélectionné par une équipe, tu te retrouves dans la merde, dans la misère. Donc oui, le cluster, il a fait des héros, mais il a fait aussi beaucoup de naufragés. Du coup, ça s'est perpétué un peu dans le temps, ou est-ce que c'est un mythe qui juste a perduré sur une courte période et qui a après explosé? Alors en fait, le mythe, il n'est pas vraiment déconstruit partout. Nous, on prend du recul ici et on peut l'expliquer, mais c'est quand même une histoire qui est magnifique. De dire que 7 joueurs issus d'une même village, région, d'un même village sont en sélection. Le problème, c'est que ça s'est effondré parce que factuellement, sur 2000 personnes, on ne peut pas sortir une pépite toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, que la génération n'est pas éternelle. Et surtout parce que en fait, ça n'existe pas, tout simplement. Ce qui était quand même la question qu'on s'est posée en ouverture de cette chronique, de se dire est-ce que c'est de l'ordre du mythe, voire du divin? Non, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence de ouf. C'est des planètes qui sont alignées. C'est aussi,
On sait le rôle du mental qui C'est peut être l'Équateur. hyper important. Il est ami. Bravo Val, c'est fort ce que tu nous proposes. Non mais c'est aussi cette croyance commune qui parfois fait faire des trucs de ouf. Il y a plein de gens qui se sont réveillés un matin, qui ont accompli une action complètement dingue. Parce C'est qu'ils pour ça que pensaient, Randall Colomoni pense qu'il est fort au foot. Ouais. Deschamps aussi de toute Ouais, c'est- évidence, mais C'est vrai. ouais. Mais Deschamps de Bondy, ouais. et voilà, et alors il y a plein de théories qui ont été amenées en disant ils ont perdu la faim parce que maintenant en gros ça va mieux pour le village et tout ça. Ça reste un village qui est quand même assez pauvre et c'est trop réducteur de résumer ça à ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de ce football qui a en fait associé l'école au foot, où du coup, forcément maintenant, si tu réussis pas, les jeunes, au lieu de se dire je vais être footballeur à tout prix, ils se destinent vers des carrières de profs, de policiers, de fonctionnaires. Oui, c'est plus varié, quoi. Ouais, pas, c'est ça, pas c'est ça, le seul moyen d'émancipation. Quoi. Exactement. Et en gros, ils ont moins envie de partir ou d'à tout prix réussir dans le foot parce qu'en fait, ils peuvent réussir à l'école et avoir des carrières pro. Il y a des alternatives, quoi. Mais professionnelles au sens professionnel du terme, quoi. Il n'y a pas de mythe, il n'y a pas d'histoire de génétique, c'est vraiment un truc. Non, c'est ça, et c'est ça qui est hyper intéressant. Si ça tenait qu'à la biologie ou à la transmission du sang, la génération, elle ne serait pas arrêtée. On continuerait à avoir des joueurs exceptionnels qui sortent tout le temps, et une génération, la génétique ne change pas en 20 ans. Ouais. C'est beaucoup plus long. On sait que l'homme évolue, oui, mais il évolue à des rythmes très très lents, alors que les conditions sociales, elles changent tout le temps. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. C'était pas une nature. C'était une mécanique. Oui, c'est une ville qui s'est enrichie et qui, de fait, a pu faire émerger des talents. Ouais, alors enrichir, pas à ce point-là, mais sur une période plus, un concours de circonstances qui fait que il y a eu des structures à un moment qui les ont accompagnés. C'est ça. Et surtout, et c'est là, moi j'y tiens vraiment parce que je trouve que le mental est hyper important, c'est que le mythe rentre à partir du moment où tout le monde y croit. Et si tout le monde y croit, là il y a plus de chances pour que ça marche. Et en fait, ça peut tellement marcher que tu peux te dépasser et faire quelque chose d'exceptionnel. Comment ? C'est un peu comme l'effet placebo. C'est ça. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'était vraiment de démontrer qu'il n'y a rien de biologique, il n'y a rien de divin. Et je ne suis pas en combat du tout contre les religions, mais chacun ses croyances. Mais en tout cas, je ne crois pas en Dieu et je trouvais ça intéressant de montrer qu'on peut expliquer par A plus B ce qui s'est passé à cette période-là, à cause de qui, et surtout de dire, comme d'habitude, de rester vigilant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais après France 98, il y avait des matchs entre blanc et noir à Clairefontaine pour voir qui étaient les plus forts. Il y a eu certains sélectionneurs qui ont eu des propos très troubles en comparant la France à l'Espagne et en expliquant qu'il n'y avait que des noirs en équipe de France et qu'il n'y avait pas de technique. Il y en a d'autres qui disaient on tape dans un arbre et des défenseurs costauds et blacks, il en tombe des dizaines en parlant des cités. On n'est pas un modèle non plus, ça va beaucoup mieux pour la formation française maintenant, mais voilà, c'était juste pour ramener aussi un peu ce comparatif et dire que... Attention au cliché raciste, quoi. Exactement. Trop bien. Merci Alex de m'avoir donné envie de rester éveillé pour ce Équateur Curaçao à 2h du matin cette nuit. Et merci à Jules avec qui on a écrit cette chronique. On a coécrit cette chronique, il a une part de responsabilité là-dedans, en tout cas dans la rédaction et dans l'idée du sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je le répète encore, comme je le répète souvent à la fin des émissions, mais le bouche à oreille reste quand même le meilleur moyen de faire connaître un podcast. Donc je vous invite à partager tout ça à vos amis, à vos proches, à vos collègues de bureau avec qui vous avez probablement une ligue EPP et qui vous mettent à l'amende, comme c'est le cas avec moi. Profitez bien de cette journée de match, profitez des matchs et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ouais, avec grand plaisir. Salut à tous. Ciao.